Quand on a été traité comme un objet toute sa vie, on continue à se traiter comme un objet et on traite aussi les autres comme des objets. Y compris quand on a très peur de vexer, de blesser, en fait on n'est pas en lien, on n'est pas en contact. Et ça peut être violent de le découvrir. Parce qu'on peut avoir ce besoin d'acceptation inconditionnelle, aime-moi comme je suis. Et en fait, le thérapeute humaniste, il va aussi être là pour dire « je peux t'aimer comme tu es si j'existe aussi pour toi ». Parce que c'est comme ça, en fait, aussi qu'on va... C'est ça, être en lien. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir se libérer de l'addiction et de tout ce dont on a besoin pour survivre. C'est en apprenant à se connecter. Et je ne peux pas me connecter si je me traite comme un objet ou que je traite les autres comme des objets. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Tu veux arrêter de fumer, de manger sans faim, de scroller jusqu'à t'oublier, de revenir vers ceux qui te blessent. Tu veux arrêter de t'abîmer. Et tu t'en veux de ne pas y arriver. Notre invitée est de celles qui t'expliquent pourquoi l'addiction n'est pas un caprice ni un manque de self-control, mais une réponse intelligente à un manque de sécurité. Pourquoi tant de thérapies échouent parce qu'elles jugent le symptôme au lieu de l'écouter. Parce qu'elles t'apprennent à tenir bon, à ne rien attendre de l'autre alors que tu crèves justement de solitude. Et si c'était ça le problème ? Ces approches trop mentales, trop analytiques qui renforcent ce que le trauma avait déjà désintégré, le lien, la sécurité, le corps. Masha Zabat fait partie de celles qui n'ont pas supporté cette dissonance, celles qui ont dû s'abîmer pour savoir comment on se soigne, celles qui ont tenté d'être parfaites dans des costumes trop serrés, Sciences Po, la marine, un master administratif, celles pour qui l'hypersensibilité a longtemps été un fardeau qu'on n'a pas su reconnaître, alors elles l'ont planqué. Crise de boulimie dans un couloir militaire, fumée pour dissiper la peur, addiction en rafale et cette phrase en boucle « Ce n'est pas la vie que je veux ». Alors Masha a bifurqué. Elle s'est formée à l'approche rogerienne, centrée sur la personne, au trauma complexe, à la théorie polyvagale, et a compris. La clé, ce n'est pas la discipline, c'est la sécurité. Aujourd'hui, elle accompagne d'autres comme elle, des êtres ultra-sensibles, souvent enfermés dans des protocoles trop étroits. Elle crée des groupes à distance, humanistes et expérientiels, où l'on ne cherche plus à réparer, mais à revenir au lien, à restaurer ses contours et ses limites. L'approche de Masha Zabat est humaniste. Elle part de la personne, pas du problème. Aujourd'hui, avec elle, on va parler ensemble de ce que c'est que de se respecter vraiment. Pas en théorie, mais dans sa chair. Alors bienvenue dans Contradiction. Merci Masha. Waouh, merci. Alors je suis hyper touchée juste déjà d'entendre tout ça. Ça m'a fait frissonner, ça m'émeut. Ouais. Bah ouais, mais c'est ça que tu fais. Waouh. C'est comme si je le voyais, te l'entendre dire, je trouve ça très... voilà. Ça me fait des choses déjà. Donc merci. C'est passionnant. En plus, tu as des contenus sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, des contenus ultra riches, très intéressants, très honnêtes, extrêmement... humaniste en fait, quelque chose où on a l'impression d'entendre ce qu'on nous a pas dit jusqu'alors. D'ailleurs, pour les titres de cet épisode, j'avais vraiment un qui me parle beaucoup, mais j'en ai plusieurs tellement, pour moi, il y a de sens à ce que tu fais. J'avais arrêté de vouloir arrêter. Que je trouvais intéressant. Sinon, j'avais addiction, le nerf vagal de la guerre. Mais ça, je pense que tu vas me dire que non. Exact, ouais. Et le symptôme, ce n'est pas un problème, mais un messager. Parce que ça, c'est ce qui est très important aussi, de regarder les symptômes. C'est ça. On va voir ça ensemble. Est-ce que tu pourrais me définir l'addiction, en fait, pas celle d'Emmanuel, mais depuis ton propre vécu ? Oui, pour moi, en fait, l'addiction, c'est effectivement un mécanisme de régulation hyper puissant, hyper sophistiqué. Souvent, on peut avoir un regard un peu dédaigneux et voir juste le problème. En fait, c'est incroyablement sage de la part du corps de proposer l'addiction. Et quand je parle d'addiction, j'englobe pas juste évidemment les substances, mais alors j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui vivent de la boulimie, de l'hyperphagie, donc l'addiction à la nourriture, l'addiction au contrôle, l'addiction au comportement alimentaire, et puis aussi toutes ces petites compulsions qu'on va appeler mauvaises habitudes, mais qui en fait sont aussi des addictions. Scroller pendant des heures sur les réseaux, les sites de rencontres, les rencontres foireuses à répétition. En fait, la vie est pleine d'addictions parfois invisibles. Donc pour moi, c'est déjà un mécanisme de régulation puissant pour répondre, en fait, comme tu l'as dit, à une insécurité. Et moi, j'aime bien parler de peur de vivre. C'est vraiment, y a quelque chose où à la fois on va anesthésier une angoisse, un vide, et en même temps c'est une manière supportable d'être en lien avec soi et les autres.
Donc voilà, il y a ces choses-là, la peur de vivre, et puis qui vient répondre à cette difficulté d'être en lien au monde, à soi, aux autres. On l'a entendu parfois, cette histoire de rendre supportable la vie. En tout cas, moi, je confirme. On s'est rencontrés, en fait, on est rentrés en contact grâce à un thérapeute que je connais très bien, toi aussi, que nous avons reçu ici dans Contradiction, Melchior Capitolin, donc thérapeute rogérien. Et toi, tu me dis que tu es formée à la Gestalt. Nous avions reçu Katia Denard, donc thérapeute Gestalt. Et donc, qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui est différent entre la Gestalt et la thérapie rogérienne ? Alors, je ne vais pas forcément faire un exposé théorique, mais en fait, effectivement, je me suis d'abord formée à la Gestalt parce que c'était l'approche que j'avais connue en premier, en fait, en tant que cliente, ou patiente, mais cliente plutôt. Oui, on dit cliente. Et ensuite, je suis tombée dans l'approche centrée sur la personne complètement par hasard. Je vivais des difficultés dans ma pratique. J'ai trouvé un thérapeute parce qu'il a posté quelque chose sur son site qui m'a beaucoup parlé dans la relation, en fait, entre le thérapeute et le client. Et après, j'ai découvert que c'était de l'approche centrée sur la personne. Mais en fait, à l'origine, je ne savais pas du tout que je faisais de l'ACP, que c'était rogérien. Et en fait, après, ce superviseur a ouvert une formation grâce à laquelle j'ai rencontré Melchior, avec qui, après, j'ai facilité des groupes. Mais Melchior a d'abord été un de nos facilitateurs. Et ce qui a été... En tout cas, aujourd'hui, je pratique l'approche centrée sur la personne. Et je ne fais pas de groupe Gestalt, j'utilise pas la Gestalt. Pourtant, c'est très intéressant, mais il y a quelque chose de plus codifié. On s'appuie beaucoup plus sur des outils. Et moi, c'est des outils, des visions du monde, des lectures du monde. Voilà, des lectures du monde en Gestalt. Les groupes en Gestalt, ils peuvent avoir un cadre plus codé. En fait, qu'en approche centrée sur la personne, où il y a quelque chose de quand même plus libre, on laisse, à mon sens, plus le processus se déployer. Et moi, ça me parlait plus, et c'est comme ça que j'avais envie d'accompagner. Voilà. Après, ça m'empêche pas d'avoir intégré des outils Gestalt et, comme je te disais tout à l'heure, les garder pour moi et parfois les proposer aux clients. Mais justement, pour moi, le piège, c'est de venir nourrir encore le mental qui va dire « Ah oui, du coup, là, je suis à cet endroit du cycle du contact. » Ça rassure quelque chose, mais pour moi, ça peut alimenter un peu le problème quand on met trop de mental. En fait, c'est un peu comme dans toute évolution. Il y a vraiment ce truc-là il y a l'étude et la lecture et puis le fait de se remplir de nouvelles choses et de vouloir s'en servir avec le mental. Et il y a ce moment-là où les choses s'intègrent dans la conscience et que ça devient naturel. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi entre un bon thérapeute, un mauvais thérapeute, un petit peu comme le sketch des inconnus, la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Il y a vraiment ce truc-là. Je pense que c'est quand ça s'est intégré, quand ça a infusé. Tu n'es pas arrivé aux soins et surtout pas, en tout cas, dans le cadre des addictions par hasard. Tu as une histoire, toi, bien particulière avec l'addiction. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Oui, bien sûr. Oui, moi, je dis souvent que ma grosse addiction, c'était la nourriture. En fait, c'était vraiment ce qui était le plus visible. J'ai commencé petite. J'ai des souvenirs de moi qui fait des crises de boulimie à 5 ans. Tu vois, ça me touche quand j'en parle. Évidemment, je ne savais pas que c'était ça. J'ai mis ces mots-là plus tard, mais qui vit cette espèce de désorganisation, d'agitation intérieure. Et je découvre comme la nourriture m'apaise. Ça a été un des mécanismes extrêmement régulateurs. Et ça s'est pas arrêté jusqu'à mes 23, 24 ans. Peut-être, je dirais même plus parce que, en fait, quand vers mes 27 ans, on m'a dépisté un diabète de type 1 et ça a remis vraiment en place beaucoup d'addictions autour de la nourriture. Je me suis remise à faire des crises colossales de sucre, etc. à ce moment-là. Donc il y avait vraiment ce fil rouge pendant plus de 20 ans. L'hyperphagie m'a accompagnée, la boulimie non vomitive m'a accompagnée. Et parfois, je fais la différence entre les deux parce que parfois il y avait du contrôle quand même avec du sport, avec des restrictions. Et puis parfois pas du tout, c'était juste... Donc des prises de poids conséquentes. Oui, des prises de poids conséquentes. Alors, on peut vraiment vivre de très grosses prises de poids en très peu de temps. Moi, je suis jamais allée, par exemple, jusqu'à l'obésité morbide, mais avec des prises de poids de plus 15 kilos en 2 mois. Et puis, on en avait parlé ensemble. Par exemple, dans le contexte de la marine, c'était déjà douloureux à vivre, mais en plus, il y avait le regard des autres. Et en plus, il y avait cet uniforme qui, tous les jours, qui avait été taillé sur mon corps... Wow. À l'intégration et qui tous les jours me rappelait t'as un problème là, qui me mettait dans une haine de moi.
Et voilà. Peut-être tu peux aussi dire 2-3 mots sur ce parcours-là, parce que quand même, pour arriver à cette histoire de contrôle et en même temps d'être dans le milieu militaire, c'est quelque chose. Oui, mais effectivement. Alors, et d'ailleurs, dans le milieu militaire, j'ai un sacré nombre d'addictions qui se sont exacerbées. Par exemple, j'ai jamais autant fumé que dans la marine. Et puis, quand j'étais dans la marine, je faisais des quarts de nuit, donc je prenais des tours en passerelle, en navigation. Et donc, vraiment, je fumais jour et nuit. Et puis, on avait une petite coopérative à bord où ils vendaient des cartouches de cigarettes. Donc, vraiment, mais j'ai ce souvenir de fumer tout le temps, de faire des crises aussi de boulimie et puis de piquer dans les réserves. Et puis, qu'on te dise, c'est encore la commissaire qui a dû... voilà. Wow. C'était vraiment un truc assez violent à vivre. Et effectivement, je pense que je suis vraiment entrée dans l'armée, donc après mes études... j'ai fait un master et puis ensuite j'ai passé le concours de commissaire des armées. C'était vraiment avec à la fois, au moins je serais obligée de me contrôler, ce qui est faux puisqu'en fait tu le sais bien, quand on a une addiction, on est prêt à tout pour se soulager. Et non seulement ça m'a pas obligée à me contrôler, mais ça a exacerbé l'insécurité, ça a exacerbé la désorganisation. Et puis je pense que je cherchais une famille, je cherchais du lien. Et j'étais très sensible, je le vois dans la rue, là, à la propagande. Tu sais, la propagande pro-armée, j'étais très sensible à, voilà, on va faire famille, on va être ensemble. Puis tu vas être utile. Tu vas être utile, ta vie va avoir un sens. Et puis je voyais l'uniforme et je me disais, quand j'aurai l'uniforme, voilà, on pourra que m'aimer, en fait. Ma vie aura un sens, j'aurai une place dans ce monde et puis c'est bon, tout ira bien. Et puis, évidemment, il n'y a aucune expérience qui t'apporte ça. Ça m'a ramené à, voilà... C'est le fameux quand j'aurai perdu 3 kilos, quand j'aurai... Voilà, ça, exactement. Ouais. Ce fameux, en tout cas, cette quête de choses à l'extérieur pour nourrir cet intérieur qui fait défaut, quoi. Ouais, exactement. Donc, des crises, en effet, dans les cuisines de l'armée, ça doit être quelque chose. Tu dis que tu as longtemps tenté d'être quelqu'un d'autre. À quel moment tu t'es dit justement, ce n'est pas la vie que je veux, c'est pas moi ça? Si tu veux, si je regarde un peu mon parcours, il y a eu surtout c'est plus possible comme ça en fait. Tout à l'heure on en parlait en bas, puis tu me disais tu prends une décision courageuse de partir de Paris et tout. En fait c'est pas une décision courageuse, en fait c'est plus possible. Et je crois que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, c'est-à-dire m'exposer à quelque chose, en disant mais si, ça va le faire, c'est bon. Il y a eu les études supérieures qui ont été très structurantes et je voyais bien que ça n'avait aucun sens pour moi d'être... J'ai fait Sciences Po à Grenoble, j'ai fait un IEP. Et en fait, toute ma vie, on m'a dit, toi, tu vas faire Sciences Po, tu vas faire l'ENA, Et en fait, ça n'avait aucun sens. Mais je me disais, mais puisqu'on me dit que je dois faire ça, c'est bien que... C'est que moi, j'ai pas compris quelque chose. Et puis, on me dit, quand tu auras l'ENA, tu seras tranquille. Puis avant, on me disait, quand tu auras ton bac avec mention très bien, tu seras tranquille. Quand tu seras à Sciences Po, tu seras tranquille. Et en fait, je ne l'étais jamais. Ça n'arrivait jamais, ce moment. Puis après, il y avait, quand tu seras dans l'armée, tu seras tranquille. Et, tu vois, et donc, en fait, c'était des expériences que je testais. Et puis en fait, ce moment où mon corps, en fait, pouvait plus. Et jusqu'à 2017, on me dépiste la maladie auto-immune. Et moi, j'ai un rapport très affectueux à cette maladie. Tu parles du diabète ? Le diabète de type 1 avec une maladie de base d'eau. Donc là, c'est une thyroïde en hyper, donc qui fonctionne trop vite, trop. Et les deux ensemble, ça fait une maladie auto-immune. Et en fait, c'est évident que j'ai développé ça. Et en même temps, j'ai beaucoup d'affection pour ce symptôme parce que quelque part, il me ramène à ma responsabilité de faire attention. Reviens à toi, tu as des contours. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, même si tu comprends pas pourquoi, arrête de le discuter, arrête de le négocier. Fie-toi à ton corps. Voilà. Et c'est ça que je dis aussi à mes clientes et clients, c'est vraiment, souvent on veut comprendre d'abord, est-ce que j'ai raison de ressentir ça ? Et moi, je pense que dans ces expériences dont tu parles de... Quand est-ce que tu as compris que c'était pas pour toi ? C'est en fait, je suis allée très 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 loin dans « allez, je tiens bon, un moment ça va donner quelque chose ». En fait, se forcer n'a jamais été une possibilité de guérison. Exactement. Impossible. C'est le contraire en fait, c'est ce qui entretient le symptôme, c'est se forcer.
C'est vraiment une auto-violence, quoi. Et en même temps, on a été élevé à ça. Ne t'écoute pas, arrête, sois pas... Non, ou alors tu t'écoutes trop. Voilà. Moi, on m'a souvent dit, mais tu t'écoutes trop, t'as toujours un truc de travers. Ouais. Mais en fait, souvent, on ressent des choses, on a l'impression, par exemple, qu'on est chanceux dans sa vie. On se dit, je vais pas me plaindre parce que j'ai même une chanson qui dit, on a la vie jolie, ça se fait pas de l'ouvrir, c'est vraiment pas poli. Je raconte ça dans une chanson. Et j'ai toujours pensé que ça, c'était pas poli d'ouvrir sa gueule quand on avait tout ce qu'on avait. Mais en fait, j'ai compris bien plus tard que du moment qu'on le ressent, ça veut dire que c'est légitime déjà, puisque tu le ressens. Ouais. Je trouve ça hyper important ce que tu dis, et j'ai souvent cette réflexion, et notamment dans ce que je partage et dans mes espaces aussi avec mes clientes et clients, c'est que pour moi, mais bon, c'est que ma vision, mais pour moi, les conflits, la violence, tout ce qui est caractérisé, tu vois, vraiment ce qu'on voit à la télé... c'est fait de la même matière, pour moi, que cette non-écoute qu'on a les uns vis-à-vis des autres et cette non-écoute qu'on a vis-à-vis de soi. Et c'est exactement le fait de dire « c'est bon, attends, tu n'as pas à te plaindre, regarde, lui, il n'a pas ce que tu as ». C'est une violence, alors on peut dire une micro-violence si on veut, mais c'est tellement banalisé. Et pour moi, c'est ça qui fait que les gens pètent des plombs. Et qu'ensuite, que la colère, l'indignation se transforme en violence. C'est juste que le son est moins fort, mais c'est la même chose. Le fameux burn-out, ce n'est que ça, ce n'est que le cerveau qui met off en disant « tu m'as pas écouté, tu m'as pas écouté ». Oui. Dans la parentalité, il y a beaucoup de ça aussi, parce qu'on culpabilise, on a toujours l'impression d'être une moins bonne mère que celle d'en face. Donc, on est là à se dire, on a du mal je trouve, à compatir. Oui. Avec soi-même. Oui, exactement. Et il y a vraiment, si tu veux, moi j'aime bien regarder comment ce qui se passe au niveau global est en fait la même chose que ce qu'on vit au niveau local dans nos interactions. Et ça, c'est une espèce de violence complètement banalisée de ne pas s'écouter et de toujours mettre un filtre de « tu as tort, tu devrais pas ressentir ça ». C'est absurde. C'est fou, c'est une aberration. Mais on vit ça tout le temps. Je veux dire, dans n'importe quel micro-échange, tu regardes, c'est partout. Et en fait, on se rend pas compte de l'agression que ça représente. Et les thérapeutes peuvent faire ça aussi. Bien sûr que les thérapeutes... te faire sentir que ce que tu ressens, tu le ressens pas en fait. C'est toi qui t'infliges ça. Évidemment. Quand on est dans une approche qui est pas forcément centrée sur l'humain, ou alors où on veut appliquer des outils, où on veut absolument que notre client s'en sorte, aille mieux, aille là où on pense que c'est bien qu'il aille, oui, on peut être ce thérapeute violent. Et je crois vraiment qu'on peut tous, en tant que thérapeute, être à un moment donné maltraitant, en fait. Bien sûr. Moi, tu vois, il y a une prudence à avoir constante, à mon sens. Complètement, même en tant que parent, souvent. Ça, c'est la base. Parlons même pas. Même quand on fait du mieux qu'on peut. Oui, ça, c'est clair. Il y a de la maltraitance tout le temps, puisqu'on a du mal à voir l'autre, à le traiter exactement tel qu'il est, pour ce qu'il est, quoi. C'est très difficile. Oui, et tu vois, là, peut-être je digresse, mais alors ça, n'hésite pas à me dire, parce que c'est un peu malheureusement ma spécialité, mais il y a un lien quand même. Je réfléchis beaucoup à quelque chose en ce moment, je me suis beaucoup et je m'intéresse beaucoup à la parentalité positive, à l'éducation bienveillante. On en a parlé, on a toutes les deux un enfant, et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est comme à quel point, par exemple, dans la parentalité positive ou bienveillante, il peut y avoir cette approche non humaniste du parent. Et comment veux-tu que le parent soit bienveillant et à l'écoute de son enfant quand tu traites le parent comme un problème, comme un objet? Enfin, moi, en tant que mère célibataire, je l'ai beaucoup vécu, cette espèce d'injonction à « t'es censé te réguler, tu es l'adulte, débrouille-toi ». Je suis là, mais en fait, il y a un contexte, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire de la parentalité bienveillante en traitant le parent comme en moins que rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça pour moi, c'est là où je parle souvent d'humanisme incarné, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des concepts, mais des fois je tombe sur des ressources que je trouve extrêmement violentes pour le parent, où on affiche le parent, regarde ce parent qui pète un plomb sur son enfant. Je vois des gens qui filment des parents dans la rue. Là, mais maintenant, oui, ça c'est horrible. Tu sais pas ce que vit ce parent, et ça fait qu'ajouter de la violence. Et je suis pas en train du tout de valider les violences éducatives, évidemment, parce que c'est toujours le glissement qui se profile, mais c'est... tu peux pas être bienveillant envers l'enfant si tu n'as pas aussi un regard humaniste envers les parents, quoi. Je reprends juste ce mot humaniste parce que moi j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. C'est hyper abstrait. Vraiment, la thérapie humaniste, l'humanisme, c'est vraiment centré sur l'humain. Ouais. C'est tout. Exactement. C'est très simple, c'est regarder le parent en tant que lui, ce qu'il est, et le client, le patient, de cette façon-là.
Pourquoi la volonté aggraverait les choses, en fait ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ? En fait, ça donne une illusion, ça rassure déjà. La volonté rassure, le contrôle rassure, et quand on y arrive, on se sent du bon côté. Il y a quelque chose où on a l'impression d'avoir une maîtrise, et on peut même tomber un peu dans une vision... Alors, j'aime bien parler de vision verticale, moi, dans les addictions et les compulsions. On a l'impression qu'on fait partie de ceux qui ont compris, qui réussissent, et on peut même avoir un petit mépris pour ceux qui n'y arrivent pas, en se disant, bah voilà, moi, ça y est, j'ai tout compris, je vais écrire un livre, je vais donner mes conseils, etc. Et moi, ça, je l'ai vécu, je veux dire, je le dis parce que on bascule entre cette supériorité et je suis moins que rien, je ne mérite pas d'exister, c'est horrible. Voilà, souvent on bascule entre les deux, et un des enjeux, c'est d'aller dans une horizontalité où en fait je suis un humain qui vit des trucs et j'ai pas mieux compris que les autres, juste je fais mon expérience d'humain. Et la volonté, elle donne cette illusion de ouf, en fait, j'ai le contrôle sur ce qui se passe. Et à court terme, ça a l'air d'être une super bonne idée quand on y arrive. Sauf qu'en fait, ça ne tient pas. C'est juste ça, ça tient pas. J'ai réécouté l'interview là, que tu as faite de Fabrice Midal, parce que je partage pas tout, mais je me sens assez proche de certaines choses dont il parle. Et c'est ce qu'il dit, ça marche pas. C'est-à-dire, si encore ça marchait... Oui, voilà, c'est si ça marchait pas, à la limite. Voilà, mais ça ne tient pas. Et moi, il y a une image que j'aime bien partager. C'est, pour moi, la volonté, c'est comme si tu te mettais en gainage. Là, tu te mets en gainage et tu dis « Allez, il faut que je tienne ». Et en fait, physiologiquement, c'est pas possible. Et la volonté, c'est une petite impulsion. C'est-à-dire que c'est la petite allumette. La petite étincelle qui peut te donner de l'impulsion, mais ça n'a pas vocation, même physiologiquement, à rester. Exactement. Ce qui reste, c'est la sécurité, c'est le sens. Donc, l'autre image que j'aime bien donner, c'est plutôt que d'être dans la volonté, être dans l'engagement. Et là, j'ai l'image un peu du funambule. C'est-à-dire, tu es sur ton fil, tu n'es pas à la force, mais tu es engagé, tu es concentré, tu as un cap, et tu ajustes. Et je dis souvent, c'est pas le funambule qui est au-dessus de la falaise. Hein. Tu as un filet dessous, si tu tombes, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est pas la même énergie, en fait. Et nous, on nous apprend souvent à y aller à la force, à la volonté, alors que c'est intenable et c'est normal. Et même les gens qui disent... Moi, c'est que le mental, c'est que la volonté. En fait, ils se trompent, c'est pas ça. C'est qu'ils sont en sécurité, ils sont régulés. Sauf qu'ils ne savent pas que c'est ça. Oui. C'est très dur d'expliquer aux gens quand souvent on me dit t'es une warrior, quelle volonté et tout, et d'expliquer que c'est justement le fait d'avoir baissé les armes qui m'a rendue plus sereine. Ouais. La volonté, pour moi, c'est super cette explication de gainage, c'est vraiment, vraiment ça. Et ça ne tient pas sur la longueur, et en plus, comme ça tient pas, ça entraîne la culpabilité et donc des rechutes très violentes. Exactement, oui, c'est ça. Parce qu'on se dit que, vu que c'est nous qui tenions, alors il y a ce côté-là aussi, un truc que je faisais beaucoup, c'est parce qu'on nous dit qu'il faut se féliciter, se remercier, enfin, tu sais, il y a ces injonctions-là. Et donc, moi, je trouve que je me suis beaucoup félicitée. Ouais. Et en fait, ça veut dire que c'est toi, encore, qui as le contrôle. Et bravo, en tout cas, oh là là, t'as 3 mois de sobriété, oh, bravo. Et en fait, j'ai arrêté ça et ça marche beaucoup mieux. Mais merci de dire ça, parce que c'est aussi une discussion que j'ai posté pas mal autour de ça à un moment donné. J'ai discuté de ça avec mes clientes et clients. C'est que pour moi, il y a vraiment quelque chose de pervers, justement, à se féliciter pour sa sobriété, pour son abstinence. Alors moi, je vois des fois, bravo, on célèbre 6 mois de sobriété alimentaire. Je me dis, mais quelle pression, quoi. T'es là, waouh. Enfin, et pour moi, en fait, ça me donne une impression de, comment ça s'appelle, t'es en sursis. T'es pas libre. C'est pas de la liberté. C'est juste là, en train de tenir bon sur ta branche, en retardant le moment où tu vas rechuter. Et ça aussi, c'est un mot que j'emploie. En fait, pas. Non. En fait, pour moi, c'est vraiment... Il y a une expression que j'utilise beaucoup, c'est neutraliser le jugement. Pas au sens le dégommer, le dézinguer, au sens rendre neutre. C'est l'équanimité bouddhiste. Écoute, je savais pas, mais... Accueillir les choses de façon neutre, le positif comme le négatif. Voilà. Et du coup, quelque part, moi, je mets pas forcément les mots positifs ou négatifs, mais vraiment, ça va être une expérience agréable, désagréable, une expérience que j'ai envie de vivre ou une que j'ai pas du tout envie de vivre. Mais il y a quelque chose de, si je valide que c'est positif de tenir bon, je vais valider que je suis vraiment, mais moins que rien. Quand je lâche. Donc c'est vraiment c'est au cœur de ce que je propose, de ce que je crois, de ce que j'ai fait pour moi, parce que tout ça, c'est pas juste des choses que je
je distribue, c'est des choses que je m'applique. Si je valide que c'est génial de pas fumer, de pas boire, que je suis vraiment mieux que ces pauvres gens là qui arrivent même pas à tenir, en fait, le jour où je vais moi-même retomber dans le mécanisme, ça va être très douloureux d'en sortir. Et en fait, je suis pas libre quand je continue à porter ce regard de jugement. Je suis pas libre. Je suis juste pas dans le symptôme. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Bien sûr. Tu vois ? Comment tu, justement... après, j'aimerais bien qu'on aille dans ce que tu fais, dans le travail de groupe, comment ça se passe, et concrètement, mais aussi concrètement, comment toi, tu t'en es sorti, entre guillemets, je ne sais pas comment tu le dis, par rapport à la boulimie, et par rapport même à la cigarette, où tu en es, et comment ? Alors c'est en te formant ou c'est bien avant ? Ah non, c'est bien avant. Alors, il y a quelque chose qui me semble, que j'ai l'impression d'entendre toujours, et moi je le partage aussi, c'est que quand tu te formes à l'accompagnement, en fait, forcément, tu avances énormément aussi. Donc c'est sûr que ces dernières années, le fait de me former en étant au service, on va dire, de mes clientes et clients, mais avec cette idée d'incarner vraiment ce que j'apprends, évidemment, ça te fait grandir. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus grandi que les années d'avant. Mais j'ai commencé vraiment mon processus thérapeutique au début de ma vingtaine, quand j'ai eu mon premier vrai salaire. J'ai commencé par des groupes d'ailleurs. Et ça n'a pas été un jour où, paf, je m'en suis sortie. Il y a eu des vagues. Tu vois, il y a eu des vagues. Et par exemple, aujourd'hui, pour la nourriture, qu'est-ce qui me permet de dire, moi, je suis plus du tout dans l'hyperphagie ou la boulimie. C'est pas que je contrôle ce que je mange ou que j'ai un corps que j'adore ou que je ne mange que des trucs super sains. C'est qu'en fait, c'est plus un sujet. Je me sens en sécurité, y compris quand j'ai des moments compliqués et où je vois très bien que moi, j'ai envie de me faire une glace devant une série. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, genre, c'est plus un sujet. Quand on est dans le trouble alimentaire, il y a une espèce de peur de manger, de pas manger, de qu'est-ce que je mange, etc. Et donc, n'importe quel événement qui rentre pas dans ce qu'on a prévu peut devenir une menace et entraîner un engrenage. En fait, j'ai une alimentation normale, voilà, au sens où je vis des tas de choses avec mon alimentation. Tu as très bien dit, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. En fait, tu parles de déplacer l'espace duquel tu traverses les choses. En fait, c'est juste déplacer aussi le sujet. Si tu veux, dans mon processus, ce qui m'a permis de te dire ça aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté d'essayer d'arrêter. Et que j'ai bien vu que, et ça, mais je pense qu'on le sait, tous et toutes, quand on est dans les addictions, on le voit bien. Je veux dire, c'est une expérience de j'essaye, je voudrais bien, mais je peux pas. Et j'ai arrêté de chercher des techniques, des astuces, des machins, des petits trucs, et je me suis dit, ok, visiblement, t'as une souffrance qui dépasse largement le symptôme. En fait, tu peux pas vivre sans ça. Je me le suis pas dit toute seule. Je me le suis dit en lisant. Je suis un petit peu embêtée parce qu'en fait, il y a une personne qui m'a... Je vais être très, très franche là. Il y a une personne qui m'a vraiment ouvert le champ de tout ça. Ça a été cette thérapeute avec laquelle j'ai travaillé au début de ma vingtaine. Et vraiment, elle écrit des livres remarquables. C'est une chercheuse remarquable. Et en même temps, je suis pas forcément d'accord avec sa pratique thérapeutique, et c'est là où je suis un peu embêtée parce que à la fois c'est quelqu'un que je peux vraiment recommander pour tout ce qu'elle écrit. J'ai fait ces groupes et ça m'a ouvert un champ énorme, c'est-à-dire c'est là où je me suis dit en fait t'as une responsabilité là-dedans. Ça veut pas dire t'es coupable, c'est de ta faute, mais ça veut dire t'as un rapport à toi, au monde et aux autres qui fait que tu ne peux pas vivre en fait pour l'instant sans les boulimies, sans la clope, sans l'alcool, sans rencontrer des mecs avec qui il se passe que des trucs foireux. Il y a cette phrase que tu mets sur un de tes posts qui s'appelle « De quoi as-tu si faim ?» Ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, c'est pareil pour toutes les addictions. De quoi as-tu tellement besoin, à quel endroit en fait tu es si vide. Exactement. Tout simplement, et qu'est-ce qui pourrait te nourrir différemment, et c'est là où on rentre aussi dans vachement tout ce qui est Viktor Frankl, la logothérapie, c'est-à-dire le sens. À quel moment ta vie n'a tellement pas de sens que tu es obligé de remplir par tout ce que tu peux, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a basculé? Il y a vraiment eu quelque chose autour de la souveraineté, de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est une approche assez confrontante. Elle s'est formée auprès des... je crois qu'elle a fait les groupes carrément avec Pearl, c'est une thérapeute assez âgée. Oui. Donc elle a étudié aux États-Unis quand elle était toute jeune, ou en tout cas avec des disciples de Pearl, mais elle a été vraiment au cœur de la Gestalt très très confrontante. Et donc c'est un peu comme ça qu'elle pratique. Et
Pour moi, ça apporte pas de sécurité, en fait. Voilà. Ah oui, voilà, parce que toi, il y a aussi ce lien, un peu comme Melchior, Ouais. il y a cette espèce de comment on appelle ça, de congruence. Alors, la congruence, ça peut être un peu insécurisant, mais en tout cas, dans les L'empathie. conditions de l'ACP, il y a l'empathie, le regard positif Ouais. inconditionnel. Et puis créer ce lien avec le thérapeute, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis aussi de me sentir en sécurité, d'avoir envie aussi, hein, parce que moi, les thérapies sur le divan où on entend Ah oui. J'en ai terminé avec ça. Mais t'es un peu livré à toi-même. Donc voilà, c'est un peu aussi ce que disait Melchior dans son épisode, La briser le silence, c'est qu'en fait, tu disais tout à l'heure, il y a des bons et des mauvais thérapeutes. Moi, je crois vraiment qu'il y a une conjonction thérapeute et qui est en face. Pour moi, c'est très, très important. C'est-à-dire que un thérapeute peut être excellent pour une personne à un moment donné et ensuite, effectivement, on peut dire c'est pas du tout pour moi. Mais moi, par exemple, si je n'avais pas commencé avec Catherine, il y a probablement plein de choses à côté desquelles je serais passée. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je suis dans cet endroit un peu compliqué de reconnaissance et en même temps d'envie de ne pas être associée tout le temps. Non, mais c'est important que tu vois le dises. Ce que je veux dire. Mais Melchior, il est aussi très décrié, il est très connu dans les groupes de narcotiques anonymes. Et il y a des gens qui l'ont vu et qui ont trouvé que c'était violent parce qu'il est capable de te dire, en fait, soudainement, qu'il sait très bien que tu as été abusé, alors que toi, tu le sais pas encore. Et oui, et c'est intéressant parce que j'aime aussi donc j'ai eu la chance de faciliter des groupes de Melchior avec Melchior, et puis lui est venu faciliter quelques-uns de mes groupes à Paris. Sur toute addiction confondue ? Alors les siens, oui, ça des groupes avec des personnes qui ont des addictions ou qui ont été abusées, voilà, c'est vraiment ces personnes-là. Dans mes groupes, c'était centré troubles alimentaires et addiction, mais dans mes groupes, en fait, par exemple, il n'y a pas de personnes qui sont addictes aux drogues dures, on est plutôt voilà, dans ce que je te disais tout à l'heure, mauvaises habitudes. Des comportements compulsifs, on va dire addictifs, obsessionnels, mais qui gâchent la vie de toute façon. Qui gâchent la vie. Ou alors quand il y a eu des addictions vraiment à des substances, c'est derrière. Elles sont pas dans le elles sont sevrées depuis un moment. Voilà. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que souvent quand on dit humanisme, on pense sirop de fraise, bisounours, le thérapeute est sympa. Et moi, je suis pas sympa. Je suis pas forcément douce. Je suis pas que enveloppante. Et c'est ça qui est super important, c'est qu'en fait, c'est une thérapie du lien, et ça veut dire pour être en lien que les deux existent. Et donc le thérapeute, tu vois, tu disais, moi, les thérapeutes qui font qui s'impliquent pas, en fait, on se sent vide, on se sent pas contenu. Mais dans une approche humaniste, le thérapeute existe. Ça veut dire qu'il existe pour tenir, pour envelopper, mais il existe aussi pour poser des limites et dire aussi ce qu'il ressent. Et ça, effectivement, ça peut être confrontant, ça peut être même violent pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt à être dans ce lien-là, tu vois, en thérapie. Je pense que vraiment, il y a des étapes et qu'il y a des moments où on va avoir besoin d'entrer d'abord dans une thérapie peut-être plus analytique, plus mentale, et l'approche centrée sur la personne, et en tout cas les approches humanistes, elles demandent déjà de laisser exister l'autre en face, y compris s'il est thérapeute. Tu vois, de savoir Surtout que la personne qui est en face, en général, justement, n'a pas eu l'occasion de beaucoup exister. Souvent, l'addict a été, on va dire, abusé, ou en tout cas, il y a une espèce de maltraitance. En tout cas, on ne l'a pas vu. Donc, c'est vrai que dans ce genre de thérapie, moi, je trouve, dans la thérapie humaniste, il y a je te vois. Exactement. Je te crois. Ouais, il y a ce truc-là, tu as le droit, c'est légitime. Exactement. Mais et il y a une contrepartie, enfin vraiment, hein, j'insiste. Ouais, c'est important. C'est intéressant parce que c'est ça que j'ai vu aussi quand j'ai facilité des groupes avec des personnes addictes qui pour beaucoup font les narcotiques anonymes, etc. C'est que quand on a été traité comme un objet toute sa vie, puis souvent c'était secouant quand je disais ça en groupe, dans les groupes de Melchior, quand on a été traité comme un objet toute sa vie, on continue à se traiter comme un objet et on traite aussi les autres comme des objets. Y compris quand on a très très peur de vexer, de blesser, en fait on n'est pas en lien, on n'est pas en contact. Et ça peut être violent de le découvrir. Parce qu'on peut avoir ce besoin d'acceptation inconditionnelle, aime-moi comme je suis. Et en fait, le thérapeute humaniste, il va aussi être là pour dire « je peux t'aimer comme tu es si j'existe aussi pour toi ». Parce que c'est comme ça, en fait, aussi qu'on va... C'est ça, être en lien. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir se libérer de l'addiction et de tout ce dont on a besoin pour survivre. C'est en apprenant à se connecter. Et je ne peux pas me connecter si je me traite comme un objet ou que je traite les autres comme des objets.
Il y a une histoire d'authenticité aussi. Tu parles beaucoup de ça, d'essayer en tout cas d'être le plus sincère possible. Parce que souvent, on manipule parce qu'on a envie d'être aimé. Même les thérapeutes, moi, j'ai vraiment pris conscience que ça marchait pas beaucoup pour moi, les thérapies. J'étais dans la manipulation beaucoup. Enfin, j'avais envie juste qu'ils m'aiment. Hein. Beaucoup, souvent. Donc, ce fameux transfert où j'en sais rien. Donc, comment est-ce qu'on apprend on va parler du corps aussi, mais voilà, comment ça fonctionne? En fait, c'est ce que tu vois, c'est ça, c'est le corps. C'est-à-dire que pour moi, pareil, l'authenticité, c'est comme l'humanisme, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Pour moi, l'authenticité, et je parle plutôt de congruence en fait que d'authenticité, c'est-à-dire une cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que je montre au monde. Et donc, c'est pas forcément ce que je dis ou ce que je fais, mais juste comment je suis. Est-ce que je suis vraie ou est-ce que je joue un jeu ? Et en fait, cette congruence, elle passe forcément par le corps. Et c'est ça, justement, l'apprentissage, c'est-à-dire une des clés pour se libérer pour de vrai de l'addiction, de la compulsion, c'est-à-dire de plus vivre tous les jours le symptôme, c'est la reconnexion au corps. C'est la reconnexion au corps. Et ça demande de la sécurité et du lien. C'est ce que je crois. C'est pas un truc qu'on apprend dans son coin en faisant des exercices. Mais comment on fait ? Parce que franchement, on le dit, on le répète, on le sait. On parle de yoga, on parle de respiration, tout ça. Moi, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal pour revenir au corps. Mais concrètement... Oui, mais parce qu'en fait, tu parles d'approche ou de technique. Et toutes ces techniques sont efficaces, utiles en soi. Et c'est vraiment... Là, je me permets de faire un pont aussi avec comment c'est dans les groupes pour que ça fasse un peu du sens. En fait, souvent, on va dire « Ok, je vois que je ne suis pas connectée à mon corps. Qu'est-ce que je dois faire pour me reconnecter ? Comment je peux rebrancher la prise ?» Et donc, on va chercher « Ok, la méditation, ça a l'air bien. Est-ce que l'hypnose, ça marche ? Parce que j'ai vu que toi, tu avais fait de l'hypnose. Tu me conseilles d'en faire. Et si j'essayais les groupes ? Et si j'essayais ça ?» Et donc, on va chercher des techniques. Et en fait, la technique ne peut être qu'en soutien, pour moi, au lien. Et ce que j'appelle le lien, c'est quelque chose de, en fait, assez concret. C'est... goûter l'expérience d'être dans une vraie relation. Une vraie relation, c'est une relation de vérité et de sécurité. Les deux sont indissociables. Envers soi-même ou alors avec les autres ? En fait, il faut bien apprendre. Parce que souvent, pourquoi on est dissocié de son corps, c'est pas un accident, c'est qu'on n'a pas eu le choix. Et ça nous renvoie au système nerveux. Être dissocié, c'est une réaction de survie du système nerveux. Donc, si on a dû se couper de son corps, c'est parce qu'on n'a pas eu le choix. Et souvent, on n'a pas eu le choix parce qu'on a fait des expériences dans le lien. Traumatiques. Exactement, en tant qu'enfant. Et on n'a pas été entendu, on n'a pas été vu. Quand on s'est exprimé, personne n'est venu ou on a reçu de la violence. Donc, évidemment, à un moment donné, pour survivre, on apprend à vivre dans sa tête, à analyser, éventuellement, comme tu disais, à manipuler, pas parce qu'on est une mauvaise personne, mais parce qu'il faut bien survivre. On apprend à arrêter de sentir, parce qu'en fait, quand on sent et que personne n'est là avec nous, c'est insupportable. Donc voilà, c'est une réaction logique. Déjà, c'est pas un symptôme, pareil, c'est comme les addictions, c'est pas t'es coupé de ton corps, reconnecte-toi. Oui, il y a une insécurité, tu vois, derrière, fondamentale, et déjà connecter à ça, reconnaître ça, déjà, c'est la première marche, c'est-à-dire sortir de j'ai un problème de connexion au corps. Non, tu es en insécurité et ton corps porte des traumas. Et donc ensuite, pour moi, tu vois, ce que j'aime bien dire souvent quand les personnes disent « Ah, j'ai fait du yoga, ça m'a changé la vie, j'ai fait ça m'a changé la vie », moi, ce que je crois, c'est pas que ça n'a pas changé ta vie, c'est que ce qui a changé ta vie, c'est la relation qu'il y a eu derrière, avec l'espace, avec le thérapeute, pas avec la technique, mais avec la personne. Tu t'es senti vu, tu t'es senti contenu, tu as été en sécurité, tu as fait l'expérience d'une relation dans laquelle on te traite comme une personne. Et ensuite, on t'a administré des trucs, ok. Mais par exemple, tu parlais tout à l'heure, oui, tu en parles publiquement de ton expérience d'ayahuasca. Ouais. Voilà, t'aurais pas pu vivre ce que t'as vu, ce que t'as vécu, ce que t'as vu aussi, si tu n'avais pas une relation, un minimum de sécurité avec l'espace qui t'a contenu et les personnes qui t'ont accompagné. C'est pas juste la substance, tu vois. C'est tout le cadre. Et puis c'est aussi le moment. C'est-à-dire que je l'aurais fait il y a 10 ans, peut-être que j'aurais traversé l'enfer en cérémonie. Et oui. Parce que la plante t'amène là où elle doit t'amener. Et c'est vrai que comme j'ai parcouru ce chemin-là, je suis à un moment de mon chemin où peut-être on n'est plus obligé de me montrer l'enfer, parce que je l'ai déjà vécu. Peut-être, ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le lien, parce qu'on me demande souvent « Ah, toi, le yoga, tu fais beaucoup de yoga, ça te fait du bien. Est-ce que tu peux me conseiller des applis ?» Je dis « Mais en fait,
moi, j'ai découvert le yoga grâce à une prof. Je suis arrivée en 2011 dans un cours. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Cette personne m'a vue, tout comme mon institutrice de CM2 m'a vue et m'a dit que je savais écrire. Ce sont des personnes qui ont marqué ma vie. Quand j'en parle, je pleure. Parce qu'en fait, c'est quand on te voit, ça change tout. Ouais. Et à partir du moment où cette personne m'a appris et m'a regardé, venez me voir et me dire cette posture, toi, tu devrais la faire comme ça, parce que pas tout le monde n'a la même posture. Et une posture juste n'est pas la même pour tout le monde, en fait. Elle est juste pour toi. Exactement. Et c'est hyper important. Et donc, non, moi, je fais pas de yoga sur YouTube. Ouais. Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les petits gadgets, les petites applis, j'aime bien, mais je suis pas dupe. Je vois ce que je veux dire, c'est un petit soutien, c'est un petit cadre, mais c'est vraiment la relation. Et je pense que c'est de ça qu'on manque cruellement quand on est addict au sens large, c'est d'une relation de sécurité. Bien sûr. Et ça s'apprend pas tout seul, ça s'apprend pas dans des livres. Je pense qu'il y a beaucoup de tes invités qui le disent à leur manière. C'est pas sur des applis, c'est pas dans des bouquins, c'est même pas dans des podcasts, c'est dans l'expérience et donc vivre une expérience de sécurité. Et on peut pas inventer ce qu'on n'a pas vécu. Donc ça peut commencer, effectivement, soit on a la chance d'avoir quelqu'un dans sa vie qui n'est pas thérapeute mais qui est sécure, qui est régulé, qui a pas d'agenda, qui nous manipule pas, enfin voilà, qui a une conscience de soi et qui va jouer ce rôle-là. Mais rares sont les personnes hors thérapie, enfin en tout cas hors cadre, qui ont ces compétences. Et donc souvent, c'est en thérapie que ça commence. Et ensuite, on va être capable de savoir ce que c'est être en lien. Pas parce qu'on a la définition, mais parce qu'on l'a vécu dans son corps, on en a fait l'expérience. Et on commence à sentir aussi facilement si la présence de quelqu'un est sécurisante ou pas. Ouais. Et c'est vrai que quand je vois des personnes reproduire sans cesse ce schéma-là, d'aller vers des personnes qui les blessent, moi, je trouve ça aberrant. Et moi, on me dit, attends, on t'a pas accusé de rechuter, tu retournais, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais je vois cette différence, par exemple, quand je vois même dans ce podcast, à un moment donné, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, dans une autre configuration. Et j'étais pas sécure et j'étais plus du tout à ma place et tout était différent. Ouais. Et en fait, ça me mettait dans un inconfort qui me donnait envie vraiment de consommer, en fait. Ouais. Alors que je faisais le même boulot. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte que j'ai cette chance-là, grâce à tout ce parcours-là, de choisir des personnes sécures avec qui vraiment il y a un lien qui est honnête et vrai. Et je crois que ça commence vraiment par là. Hein. Oui. Et si tu veux, ça m'amène aussi à un endroit parce que, par exemple, dans les groupes, donc tu disais tout à l'heure, il y a des groupes, en fait, il y a du groupe dans tous mes espaces. Je crois très fort à cette approche par laquelle j'ai commencé, à laquelle je me suis formée. Enfin, vraiment, pour moi, c'est extrêmement puissant, mais à certaines conditions, et peut-être qu'on en parlera après. C'est parce qu'un groupe, ça veut rien dire. Mais par exemple, dans les groupes, il y a des personnes qui peuvent vivre cet inconfort que tu nommes de... je me sens pas en sécurité, je me sens vide, j'ai envie de m'en aller, d'aller faire une crise. Et le groupe n'est pas un endroit juste d'enveloppement et de béatitude, voire plutôt pas. C'est un endroit où tu vas apprendre que tu peux créer les ressources. C'est-à-dire, t'es en insécurité, t'es pas obligé de rester là à subir. Tu peux le nommer, tu peux le dire, tu peux être entendu en fait. Tu vois, et c'est vraiment cette expérience-là. Expérience, ça veut dire je le vis dans mon corps. C'est pas juste, je me dis ok, il faut que je sois souverain, il faut que je sois sujet, donc il faut que j'exprime mes besoins. Tu le fais en direct parce que t'es facilité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas un présupposé de sécurité, ni à mon contact. Il y a plein de gens qui ne sont pas en sécurité à mon contact, ni dans le groupe. Mais tu peux exprimer. Tu l'exprimes et t'es facilité. C'est-à-dire ok, par exemple, tu te sens... Je te fais peur, qu'est-ce que tu ressens là dans cet espace ? Qu'est-ce qui te fait peur en moi ? Et rien que le fait que la personne puisse l'exprimer et voit que on va pas lui dire ah bah t'as qu'à te casser si t'es pas contente, tu vois, mais ça c'est des expériences qu'on vit dans la vie. Ah bah puisque je suis si nulle, t'as qu'à arrêter de me parler. Ça va changer quelque chose. Elle va voir ok, je peux exprimer une peur, une colère et en fait j'ai le droit, je suis là, on me rejette pas. Tu vois, ça apporte de la sécurité. Tu évoques la théorie polyvagale, mais tu me dis en effet qu'il ne faut pas rentrer dans un truc analytique et toujours se dire alors là c'est le nerf vague qui fait que... Mais en même temps, du coup ça m'a fait découvrir vraiment, même si je connaissais l'existence du nerf vague, j'avais vu beaucoup de podcasts là-dessus, mais pas autour de l'addiction. La théorie polyvagale, elle affirme qu'il ne suffit pas de penser ou de comprendre pour se sentir en sécurité, c'est le corps et plus précisément le nerf vague qui régule notre capacité à être en lien, à nous sentir calmes ou en danger. Et dans les addictions, en fait, ce que ça donne,
donne, c'est que c'est une tentative, comme tu l'as dit au début, de régulation. Oui. Donc, parce que le nerf vague, lui, il est en train de dire « Ah, au secours !» Et donc, la première solution, c'est l'addiction. Donc, du coup, c'est pas qu'on fume pas trop, on mange pas trop, on ne boit pas par faiblesse, mais pour s'auto-réguler. Absolument. Ah, mais c'est exactement ça, c'est pour s'auto-réguler. Voilà, calmer un trop-plein d'alerte, fuir une hypoconnexion, revenir à soi comme on peut. Ouais. Donc, comment est-ce que tu inclus cette théorie polyvagale dans ton approche ? Ouais, merci de me poser la question, parce que en fait, c'est hyper intéressant. Et je pense que ces recherches-là en neurosciences qui viennent vraiment nourrir ça va de pair avec les recherches sur le trauma complexe. Hein. Ça vient vraiment apporter une approche humaniste à la thérapie. Alors en France, c'est encore timide, mais ça arrive. Et donc pour moi, en fait, ça doit être intégré. C'est comme l'humanisme, en fait, même de dire je suis thérapeute humaniste, en fait, pour moi, ça devrait être évident que tu es thérapeute humaniste, quoi. Ça me fait même un peu bizarre, tu vois, de devoir le dire. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je me suis effectivement intéressée à ça parce que je suis tombée sur des thérapeutes qui étaient spécialisés et ensuite, j'ai commencé à entrer dans les formations et c'est que le début, c'est-à-dire que j'ai plein de formations encore sur ma liste qui m'attendent. Et en fait, pour moi, quand tu as une approche vraiment humaniste, quand tu regardes vraiment la personne comme une personne sans la juger, en l'écoutant vraiment, en fait, la théorie polyvagale, quelque part, tu l'appliques. Tu te co-régules, tu es régulé, tu es connecté à toi, ton regard la régule et tu peux pas la juger quand tu es en lien, tu vois. Tu peux que l'entendre, tu peux que essayer de la comprendre. Et donc, quelque part, toutes ces recherches ne viennent que confirmer avec des termes techniques, scientifiques, des choses que moi je trouvais, que je vivais déjà en fait dans le rapport à mes clients. Pour moi, ce qui peut être un écueil, c'est que la théorie polyvagale devienne le nouveau gadget. Ah, t'as essayé la théorie polyvagale. Ah, il y a la régulation du nerf vague. Et je vois fleurir des pubs, par exemple, avec des... j'ai vu un machin, tu te mets autour du cou, qui vient réguler ton nerf vague. Ah, oui. Mais voilà encore une solution technique que tu pratiques tout seul dans ton coin en te disant ça va me réguler et du coup je pourrais être mieux et je pourrais être en lien. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu écoutes Stephen Porges ou Deb Dana, et il y a un institut en France, un francophone, d'ailleurs je ne sais pas s'il est en France ou en Belgique, qui s'appelle Quantum Way, qui fait souvent des conférences, vraiment qui propose plein de choses. Et notamment des conférences de Stephen Porges, Deb Dana et des autres fondateurs comme ça de l'approche polyvagale. En fait, ce sont des thérapeutes humanistes. Ils sont profondément humanistes. Ils s'intéressent aux liens et comment l'état de notre système nerveux nous permet ou pas d'être connectés. Parce qu'en fait, l'état de connexion, qui est l'état justement de vagal, de parasympathique vagal, l'état dans lequel le nerf vague est stimulé, l'état de connexion, c'est cet état-là dans lequel on n'a pas besoin d'addiction. On n'a pas besoin de fuir. Et ça peut être un état dans lequel on est aussi dans la colère, dans la frustration, dans la tristesse. Oui, parce qu'on est connecté à soi. Voilà. Mais il y a quelque chose où on est connecté, comme tu dis, à soi et on peut habiter ces sensations sans danger. Disons qu'on traverse la colère ou le moment, en tout cas, de façon... en fait, on est dedans plutôt que de se faire emporter par quelque chose qui n'est pas nous, quoi. Enfin, une émotion trop violente ou le stress, la peur. Mais après, c'est vrai que ça sert pas à grand-chose finalement de savoir cette histoire-là, si ce n'est que cette régulation de sympathique, parasympathique, elle est importante de comprendre que, par exemple, même la respiration peut quand même réguler. Alors, si tu veux, pour moi, là où c'est extrêmement important, pas forcément d'avoir accès aux notions techniques. Ouais. Alors moi, dans mes espaces, j'en parle un peu, parce que comme ça, on parle le même langage avec mes clients, tu vois. Mais ça sert à rien on peut aller très très loin là-dedans. Effectivement, on n'est pas des neuropsychologues, là. En fait, c'est dans la vraie vie, à quoi ça sert ? Ça sert à voir que beaucoup de choses qu'on va appeler des mauvais comportements ne sont que des dérégulations du système nerveux. Donc par exemple, quelqu'un qui va dire « Ah, moi je suis comme ça, je suis timide, j'aime pas parler ». Non, mais en fait, t'as peur, t'es en insécurité et ton système nerveux te protège. Ça va vraiment de pair avec le trauma, c'est-à-dire quelqu'un qui s'énerve, qui râle, qui klaxonne au volant de sa voiture est hyper dérégulé. C'est pas un connard, même s'il se comporte peut-être comme tel, il est hyper dérégulé, en fait.
Déjà, tu as appuyé sur quelque chose d'hyper important, je trouve, c'est d'arrêter de dire « moi, je suis comme ça ». Exactement. Alors ça, c'est quelque chose que... Pareil, c'est comme se féliciter ou se dire... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de genre, je suis comme ça, c'est un choix délibéré, moi je suis colérique, moi je suis machin. Et en fait, il y a juste un truc, c'est une dérégulation de quelque chose et on n'y peut rien. Ouais. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est habiter son corps et voir que finalement, on n'est pas ça. Ah, mais c'est exact. Alors ça, c'est pareil, c'est hyper important. C'est vraiment voir que beaucoup de choses qu'on considère comme notre personnalité sont des dérégulations, des mécanismes d'adaptation, des mécanismes de protection, effectivement. Mais ça, c'est hyper important aussi. Mais c'est un trait de personnalité quand même ou même pas pour toi ? Ça dépend de quoi on parle. Mais par exemple, quelqu'un qui dit « moi, je suis timide », souvent, là, je peux par exemple te parler que de mon expérience clinique, je découvre que la personne n'est pas timide. En fait, elle a peur de parler parce qu'elle a fait l'expérience que quand elle a parlé, elle a... Voilà, elle a oui, pas mais été... ça fait d'elle quelqu'un de timide. Elle croit que ça fait d'elle quelqu'un de timide et on est dans une société. Sa protection, c'est d'être timide. Sa protection, c'est d'être timide. Et puis, on est dans une société dans laquelle beaucoup de gens sont dérégulés sans le savoir. Et quand on est dérégulé, quand on est en mode survie, on s'appuie sur l'étiquetage et le jugement. Et donc, on va adorer et dire « Ah, mais toi, de toute façon, toi, t'es drôle, toi, t'es intelligente, toi, t'es jamais contente. » On va adorer qualifier parce que ça rassure, ça donne des repères. Et donc, on va aussi s'auto-qualifier. Une des choses vraiment qu'on vit, c'est pour ça que je parle d'expérience dans les groupes, c'est en fait... T'es pas tout ça. Et moi, des fois, on me dit « Ah, mais toi, t'es tellement douce. » Et moi, mais je te jure, ça me fait halluciner. Je dis « Mais... tu ne m'as pas vu !» Tout à l'heure, on parlait de Franck Lobvé. Ouais. Il a été génial aussi en nous expliquant je suis un mec génial et je suis aussi une ordure. Exactement. Je suis poli, mais je peux être... mais c'est ça. Et on est tout ça. Et selon aussi le moment et comment justement notre système se régule ou pas, il y a des gens avec qui on va être exceptionnel et d'autres on va être odieux. Exactement. Et c'est là où ce qui apporte aussi beaucoup de liberté. Moi, mon slogan, c'est vraiment la liberté d'esprit et de corps. Comment on atteint la liberté d'esprit et de corps ? Comment ? Mais c'est aussi tu vois, il y a ce mot souvent se désidentifier. Et puis quand on est très identifié, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je vais faire pour me désidentifier ? Bah c'est ça, c'est je suis pas mes comportements, je suis pas mes mécanismes, je ne suis pas addict. J'entends beaucoup les addicts. Moi, je travaille avec les addicts. En fait, t'es pas addict, t'es une personne qui a des addictions pour l'instant, qui connaît des addictions, qui fréquente des addictions et qui peut-être n'en fréquentera pas. Et c'est comme, tu sais, quand je vais faire du sport, tout à coup, je suis sportive. Et si je mange des chips dans mon canapé, je suis quoi ? Ça y est, tu vois ce que je veux dire ? Je suis plus, je suis quoi, une mangeuse de chips. Enfin, donc il y a vraiment ce besoin d'identifier. Il est vraiment là pour nous apporter de la sécurité. Et en fait, il nous fiche dans des fonctions où parfois on va se protéger. Tu vois, on va se dire bah oui, moi je vais pas parler parce que je suis timide. Dans les groupes, on déconstruit ça aussi en disant bah qu'est-ce que tu es en train de ressentir ? Qu'est-ce que tu es en train de vivre là ? Tu vois, oui, mais moi de toute façon, c'est toujours comme ça. À chaque fois que je suis avec des gens, ça finit comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de vivre là ? C'est quoi le processus ? Au contact de quoi est-ce que tu es ? Parce que tu valides une certaine version de toi. Mais tout ça, c'est de l'expérience, ça se vit. À force de dire oui, je suis comme ça, moi je trouve qu'on valide une certaine... c'est le seul point négatif que moi, je ressens dans les groupes. Et pourtant, j'en fais partie. Et pour moi, ce programme en 12 étapes est une merveille parce que ne serait-ce que par le côté spirituel, pour la désidentification, moi d'avoir étudié un peu l'hindouisme, le bouddhisme, voilà, tout ce qui est méditation de pleine conscience, se désidentifier du mental et de savoir qu'on est autre chose que ça, c'est vrai que ça aide énormément. Mais le fait de devoir répéter « bonjour, je m'appelle machin et je suis alcoolique, je suis dépendante », c'est quelque chose qui me dérange. Mais ma reine, par exemple, me dit de dire voilà, je suis dépendante, c'est comme si tu disais c'est une maladie que tu as, qui est en toi. Et ça me dérange encore. Et pourtant, ça fonctionne. Mais j'ai l'impression qu'en le répétant, ça peut justement créer cette identification. Et en même temps, je finis, c'est qu'on nous demande en même temps ça, parce que quelque part, c'est pour ne pas oublier. Parce que si on oublie, on pense qu'on peut fonctionner comme tout le monde, et c'est pas le cas. Donc, je sais que toi, tu n'es pas pour forcément ces groupes-là qui centrent énormément sur l'addiction. En fait, c'est pas que je suis pas pour. Et ça, c'est vraiment important. C'est que, pour moi, ils correspondent à une étape. C'est-à-dire que je suis certaine, et en fait, je sais que ça sauve la vie à des gens et que ça doit exister. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment pour moi une question d'étape. Il y a plein de personnes dans mes groupes qui sont passées, par exemple, par ces parcours en 12 étapes. Et en fait, elles n'auraient pas pu... elles n'auraient pas pu venir faire des groupes ACP avant. Enfin, donc,
c'est nécessaire peut-être à un moment donné. Moi, par exemple, j'accompagne des personnes qui sont très sensibles, qui ont souvent des neuroatypies. Et tu vois, par exemple, on peut dire je suis neuroatypique, je suis hypersensible. Alors après, tu as ceux qui vont dire ouais, mais est-ce que l'hypersensibilité existe ? Est-ce qu'on n'est pas tous hypersensibles ? Je suis HPI, je suis TDAH. Et moi, je suis là, en fait, je m'en fous. Si tu veux, tout ça, est-ce que ça existe ou pas ? Je m'en fous. Ce que je peux dire, c'est que j'ai une expérience singulière, un regard sur le monde que je peux partager avec d'autres personnes et que visiblement tout le monde ne partage pas. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de lire des livres qui disaient « Tu es hypersensible, tu corresponds à ça ». J'ai eu vraiment besoin de passer par là. C'est important, c'est une étape. Exactement, pour m'en détacher après. J'ai eu besoin à un moment qu'on me dise « Tu es boulimique ». Ça m'a permis d'entrer dans un groupe de boulimiques et ensuite d'en sortir, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de parcours, de processus, et que souvent on me dit « Ouais, t'as dit ça », et puis après tu dis ça. D'abord, je suis pas thérapeute et je fais ce que je veux. Mais clairement... je peux très bien penser un truc hier et pas le penser demain, et j'ai aucun problème avec ça parce que c'est mon chemin, et que peut-être aujourd'hui j'ai besoin des groupes et j'ai besoin de dire je m'appelle Keren et je suis dépendante, et peut-être que dans 6 mois j'en aurai plein tu vois. Et j'avoue que j'espère pas être dans les groupes comme certains jusqu'à dans 30 ans, et en même temps je vois qu'ils ont 30 ans clean, donc ça marche. Donc pour terminer, en tout cas, tu parles de relations addictives à l'autre. Il y a vraiment cette histoire. Pour toi, ça commence par une blessure de l'attachement, pour terminer, vraiment ? Souvent, ça commence par une blessure de l'attachement, ou en tout cas, plus simplement, la plupart des personnes avec lesquelles je travaille là, depuis 2019, et la plupart des personnes même que j'ai rencontrées en tant que patiente, ont connu des manières traumatiques d'être en lien. Elles ont été malmenées dans le lien. Donc c'est le lien. C'est le lien. Ah, mais c'est sûr, c'est clairement tout le lien. Tout vient de lien. Oui, pour moi. On dit que c'est la maladie du lien, de toute façon. J'entends souvent ça, et pour moi, ça fait sens. Ouais. Et ce qui fait sens aussi, c'est comment on se force à faire des choses pour être en lien et pour se faire aimer. Et donc, toi, pour terminer, qu'est-ce que tu ne veux plus jamais forcer chez toi ? Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, justement, qui voudrait arrêter de s'abîmer, mais d'essayer d'arrêter aussi, quoi. Donc, qu'est-ce que déjà pense qu'on peut arrêter de forcer, que toi tu as arrêté de forcer, que tu conseilles? Alors, moi déjà, ce que j'aime bien rappeler, c'est que je suis aussi en chemin, et je dis pas ça pour dire attention, non, c'est pas de la fausse modestie ou je sais pas quoi, c'est vraiment que moi-même, des fois, je me force, moi-même, des fois, je retombe dans des mécanismes, et je m'en rends compte parfois après, parce qu'en fait, c'est un peu, c'est mon chemin. Et en même temps, ce que j'aime bien dire, c'est je me force jamais. Mais tu vois, que de paradoxe. C'est-à-dire que je me force plus jamais consciemment. Pour moi, une chose importante, c'est que on est quand même dans une société qui banalise la violence, dans tous les sens du terme, ne serait-ce que en disant, par exemple, aux enfants... tu vas pas aux toilettes maintenant, tu attends l'heure, tu manges pas maintenant, tu attends l'heure. En fait, tout est micro comme ça, tout est un peu organisé pour qu'on apprenne à ne pas s'écouter. Et c'est déjà de reconnaître ça, c'est-à-dire que on est quand même fondé, on apprend très tôt à ne pas s'écouter. C'est pas qu'on n'apprend pas à s'écouter, c'est qu'on apprend à ne pas s'écouter, déjà, tu vois. Donc, déjà poser ce constat, ça permet d'expliquer pourquoi on est pour beaucoup coupé de son corps, pourquoi on se force, pourquoi on croit aussi qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, se forcer, pour moi, ça vient d'un manque de confiance dans le corps. On se force parce qu'on croit que si on ne contrôle pas, le corps va nous lâcher, le corps va faire n'importe quoi. En fait, c'est extrêmement complexe et large, et bien évidemment, je ne vais pas pouvoir résumer tout en quelques phrases, mais il y a vraiment, pour moi, ce postulat de le corps est tellement sophistiqué, tellement sage, il réagit sans cesse à l'environnement, et donc, tout ce qu'on vit a un sens, même si on ne le comprend pas. Donc, ta question, c'était qu'est-ce que je peux conseiller D'arrêter de forcer. D'arrêter de forcer, mais et en même temps, attention, justement, c'est pour ça que je commençais comme ça, à ce que ça ne devienne pas une performance, parce que moi, je vois aussi des personnes qui disent « Ah ouais, j'ai pas réussi à pas me forcer, ah voilà, j'en suis que là. » Écoute, en spiritualité, en tout cas, les personnes que j'écoute et que je suis, où je fais des retraites, ce genre de choses, on te dit qu'il y a 2 espaces, celui du mental, celui du cœur. Disons que quand tu décides de faire du yoga parce que ton mental te dit « t'as pas fait ton yoga, c'est ta discipline, c'est ton truc », eh ben, il y a du forçage. Ouais. Et quand d'un coup tu te dis « Ah, putain, je ferais bien un peu de yoga », et voilà. Je pense que je trouve que on peut résumer un peu comme ça le forçage ou pas le forçage. C'est quand tu ressens quelque chose à l'intérieur de ton cœur qui te dit... C'est une intuition, en fait, et c'est d'écouter... moi, je dirais écouter son âme. Hein.
Oui, c'est un élan de vie, c'est ça. Élan. C'est un élan de vie. Et juste, il y a comme une nuance. Ce que je vois chez les personnalités avec lesquelles je travaille, y compris la mienne, c'est qu'on peut aussi se lâcher la main, en fait, en disant oui, mais j'ai pas d'élan, là, j'ai pas d'envie. Et ça peut être une réaction du système nerveux aussi qui a trop peur et donc qui s'effondre. C'est ce qu'on va appeler l'auto-sabotage, qui pour moi n'en est pas, c'est une protection. Mais ça peut être aussi, du coup, entre se forcer et n'écouter que ses élans, il y a la voie de l'engagement. Et ça, c'est le sens. C'est-à-dire, je sais où je vais, je sais ce qui est important et parfois, je vais pas avoir envie. Et tu sais, moi, par exemple, j'ai eu peur de venir ici. Et tu vois, je vais pas te dire ce matin, je suis sortie de mon lit, les oiseaux chantaient, c'était génial, j'avais trop envie. J'avais peur, je me disais, oh là là, comment ça va se passer et je me suis connectée au sens, en fait. Pas pour me dire, mais si, vas-y, c'est important, mais juste... Est-ce que ça rentre dans ton protocole global d'engagement, en fait, de ce que tu as engagé pour toi, ta personne, tes clients? Bah voilà, et exactement. Oui, clairement. Tu vois, donc c'est aussi ne pas se lâcher la main en chemin sous prétexte de... Des fois, on n'a pas envie et en fait, c'est important. Oui, il ne faut pas écouter forcément. J'ai pas envie, il faut que je m'écoute. Parce que parfois, le pas envie, c'est aussi de la peur. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, c'est soit de l'amour, soit de la peur. Suivez la voie de l'amour. Si possible. Merci beaucoup. Merci. Macha, on peut trouver tes enseignements et puis tes offres de thérapie sur ton Instagram, ton Facebook et aussi un site qui s'appelle Boule de Vie. Ouais, bouledevie.com, tout attaché au singulier. Mon Instagram, c'est Macha Zaba. Et voilà. Et en fait, j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Boule de Vie. Donc, si vous tapez Boule de Vie, vous allez tout trouver. Ouais, il y a plein de choses hyper apaisantes. Vraiment. Enfin, déculpabilisantes. Voilà, je conseille. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.